Ok, on va commencer. Bien, donc merci à vous d'être là ce soir. C'est une journée, enfin une soirée un peu spéciale aujourd'hui, puisque c'est la première fois que je fais une exposition, et donc sur justement la question des avatars, du futur des avatars. Le futur des avatars qui nous concerne tous parce que nous sommes des avatars et je fais un peu de prospective, je m'intéresse beaucoup, moi et Vola, à ces questions. Nous avons une petite idée de ce que ça peut devenir dans le futur et donc je vais vous le présenter maintenant. Et c'est de la prospective, donc ça peut arriver ou ça peut ne pas arriver, mais vu ce qui est déjà arrivé dans le passé, enfin jusqu'à aujourd'hui, c'est assez exceptionnel. Donc il y a de fortes chances pour qu'une partie de ce que je vais vous dire ce soir soit réelle dans quelques années. Donc j'ai mis en sous-titre 2018-2048 parce que 2048-2050, c'est le point de singularité. Le point de singularité qui est le moment où la conscience émerge dans les machines. C'est quelque chose qui a été pronostiqué par les plus grands spécialistes de l'intelligence artificielle de la planète. Et de ce fait, donc, il y a de fortes probabilités pour que la chose se passe vraiment, puisqu'ils travaillent sur ces questions comme des fous furieux. Ils veulent vraiment absolument y arriver, et donc il y a des milliards de dollars qui sont en jeu pour arriver à cet objectif, à ce résultat. Alors, nous, notre propos, c'est les mondes virtuels, c'est les avatars. Nous sommes ici depuis très longtemps, plus de 12 ans pour certains, depuis le début de Second Life. Pour une vie virtuelle, c'est une très longue période. 12 ans, c'est long. Nous sommes des avatars, du moins c'est ce que nous disons, ce que certains disent, parce que d'autres utilisent les avatars comme des marionnettes et disent être des gens du real life qui viennent ici. Mais pour moi, ça ne veut rien dire. Un avatar, en tant que projection numérique, n'est rien d'autre qu'une coque de pixels dont nous prenons possession. Et quand je dis possession, cela ne veut pas dire que c'est ma propriété. Cela veut dire que je projette mon psychisme dans cette coque de pixels et que je lui insuffle une vie. Une vie virtuelle. Parce que l'avatar prend vie et se démarque petit à petit de son hôte. Il est. Il peut développer une forme d'indépendance. On l'a déjà observé. On va dire forme parce que nous n'avons pas encore trouvé le mot juste. Forme d'indépendance. Nous n'en sommes qu'au début de l'étude de ces phénomènes avatariens. Et pourquoi ? Parce que les chercheurs ne se sont pas rendus compte tout de suite de ce qui se passait en réalité. Ils ont traité les interactions entre avatars du point de vue de la communication, de la psychologie, de la philosophie, mais pas de l'anthropologie. Parce que les anthropologues n'ont pas compris que les mondes virtuels les concernaient. Alors ils sont restés en retrait et sont en retard. Ils sont en retard et pourtant ce sont eux qui détiennent les clés de nombreuses questions et phénomènes qui se passent ici. Mais maintenant les anthropologues sont arrivés. Ils sont là. Mais avant, bien avant, il y a entre 40 et 50 ans, au début, lorsque l'informatique naissait et que les premiers ordinateurs se connectaient en réseau, des gens ont eu une vision. Des informaticiens fous. Ils ont pensé que les ordinateurs allaient permettre à l'homme d'évoluer plus vite. Et comme les alchimistes du Moyen Âge, qui voulaient accélérer l'évolution de l'homme en cherchant la pierre philosophale, ils ont commencé à émettre des idées folles, et c'est ainsi que le transhumanisme est né. Le transhumanisme est une philosophie qui est née des milieux des geeks de l'informatique dans les années 1970.
Ce sont des gens imprégnés de code informatique et de substances psychédéliques. Des liens entre informatique et psychédélique est fort. Ce lien est fort. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais retenez ça car j'y reviendrai plus tard dans une autre conférence sur les hallucinogènes en liaison avec les mondes virtuels. Donc cette rencontre entre homme et machine a engendré une idée, un courant de pensée, l'idée qu'on pourrait augmenter les capacités de l'homme avec les nouvelles technologies. Parce que l'informatique, d'ailleurs, mais aussi les biotechnologies et les nanotechnologies, entre autres. Donc pas que l'informatique, mais ça aussi. Donc on a un conglomérat de nouvelles technologies qui convergent toutes et qui vont vers ce qu'on pourrait appeler le cyborg. Le cyborg aujourd'hui n'existe pas vraiment, n'existe pas, il est en train d'émerger, mais il sera composé d'informatique, de biotechnologie et de nanotechnologie. L'idée a petit à petit germé d'une hybridation de l'homme et de la machine, donc le cyborg. Un mariage de raison parce que l'homme est périssable et n'a qu'une durée de vie limitée. Pour beaucoup, c'est insupportable, et surtout pour les meilleurs spécialistes de l'informatique, de la cybernétique et pour finir de l'intelligence artificielle. Parce que ces gens-là pensent que la vie est trop courte et que 70 ans, 80 ans, ça ne suffit pas à développer vraiment une connaissance. Quand on commence à être vraiment bien dans ses souliers, bien dans son cerveau, on meurt. Donc, c'est ce rêve de créer l'immortalité qui est là depuis l'aube de l'humanité, c'est quelque chose qui est ancré dans beaucoup d'esprits et que l'homme a toujours voulu réaliser. Et aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, on va pouvoir le faire certainement. Donc si au départ, l'idée du transhumanisme a été d'améliorer les capacités humaines et de rallonger la durée de la vie, des idées fortement influencées par la science-fiction, doit émerger la figure du cyborg. C'est un être mi-homme, mi-machine, et très vite une frange des transhumanistes a commencé à vouloir aller plus loin et à proposer d'abandonner le corps de chair, et de transférer l'esprit humain dans la machine. Car pour eux, pour ces informaticiens de très haut niveau, l'homme n'est qu'une machine biologique, de nature biologique, est composé de rouages et de moteurs au niveau nanotechnologique et contrôlé par une série de logiciels bio. Donc on a en fait affaire à une sorte de machine biologique, pour eux, tout simplement. Et de ce constat est née l'idée que la mémoire, la personnalité et le psychisme humain étaient de nature logicielle et qu'on pourrait donc trouver un jour le moyen de le copier sur un support informatique. De là est née l'idée de l'upload, uploader donc l'esprit humain dans les ordinateurs. Donc ce groupe-là, c'est une sous-catégorie des transhumanistes, c'est donné comme nom les extropiens. Les extropiens voient le futur de l'homme débarrassé du corps de chair, libre d'évoluer et de conquérir l'univers, car libéré des chaînes de la biologie qui, selon eux, est un frein à l'évolution future. Pour les transhumanistes et les extropiens, l'homme ne peut plus évoluer sous sa forme actuelle. Il est nécessaire d'intervenir pour accélérer le travail de la nature. C'est quelque chose qu'on avait déjà entendu chez les alchimistes, ça. Le travail de la nature qui est trop lent. Le temps presse, ont-ils décrété, car des menaces lourdes pèsent sur notre environnement écologique, des menaces qui pourraient éliminer les humains de la planète très rapidement. Mais dans les années 70, ces technologies étaient encore balbutiantes et on ne savait pas comment les choses allaient évoluer, mais on en avait déjà des idées. Ainsi, certains voyaient dans l'avenir un monde peuplé d'hommes augmentés, de cyborgs et de robots, et d'autres, un monde où les humains vivraient dans des mondes virtuels au sein des machines. C'est ainsi que deux courants extropiens ont vu le jour. Aujourd'hui, les deux voies existent réellement, les cyborgs sont en voie de développement et les mondes virtuels sont là. Ce qui ne marche pas encore, c'est l'upload. On en est loin, car on s'est rendu compte, grâce aux recherches conduites ces dernières années, que que le software humain est très complexe
et que les machines actuelles ne sont pas encore assez puissantes pour permettre à un psychisme humain de fonctionner dans un ordinateur. Mais ce n'est qu'une question de temps parce que les ordinateurs quantiques, qui sont aussi en cours de développement, seront capables de faire fonctionner un software humain. Nous sommes donc à une époque charnière, une époque où la façon de concevoir l'homme est complètement en train de changer. L'hybridation homme-machine est une chose quasi incompréhensible pour l'humain moyen. C'est même une chose qui fait peur, une chose qui fait croire que l'humain ne sera plus humain. Mais ce ne sont que des peurs et des croyances irrationnelles alimentées par la littérature de science-fiction mal comprise et des médias décérébrés. Mais si on vous pose cette question-là, mais et l'Homo erectus alors? Si on lui avait parlé de l'Homo sapiens sapiens du XXIe siècle, qu'aurait-il dit? Je vous laisse répondre à cette question. L'objet de mon exposition, qui est dehors là, a été d'imaginer ce que pourraient être les avatars du futur en tenant compte de notre savoir actuel et en appliquant une petite dose de prospective. On a donc deux courants, les extropiens du RL, Real Life, et les extropiens des mondes virtuels, à savoir que ces derniers sont une minorité aujourd'hui. Alors, en se basant sur la certitude qu'on va résoudre le problème de l'upload, l'idée est qu'on va pouvoir se déplacer dans les réseaux en fonction de notre bonne volonté. Alors, occuper un corps de pixels ou se promener dans un corps biotechnologique artificiel, c'est du pareil au même. Passer de l'un à l'autre ne sera pas un problème et alors cette opposition réelle-virtuelle n'a plus aucun sens. Elle n'en a déjà presque plus aujourd'hui, mais dans 30 à 40 ans, elle sera totalement ridicule. Ici, dans Second Life, certains d'entre nous ont déjà plus ou moins profondément immergé, se sont déjà plus ou moins immergés dans leurs avatars. Nous arrivons à le faire parce que c'est une capacité normale de notre psychisme. Mais nous possédons toujours notre corps physique, car c'est lui qui porte et nourrit notre cerveau. Mais nous sommes déjà capables, pour certains d'entre nous, de se projeter de manière très forte dans l'avatar. La plupart des personnes n'y arrivent pas parce qu'elles pensent qu'elles sont real life et qu'il n'existe rien d'autre. D'autres ne se rendent même pas compte qu'elles le font tout simplement parce qu'elles n'ont jamais pensé à ces concepts. Et un tout petit nombre le sait et le fait. À mon avis, contrôler un corps de pixels est facile. Est facile parce que ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Ce ne sont que des photons, des particules. Et les particules sont très sensibles à la manipulation par nos psychismes. Ces choses sont connues et sont testées dans les labos. L'armée s'y intéresse particulièrement parce que dans les avions de chasse modernes, tout est régulé par une intelligence artificielle et il est hors de question que le pilote influe les données de tir parce qu'il pense à ses galipettes de la veille. Le pilote contrôle son avion en partie par la pensée aujourd'hui. Il est déjà une sorte de cyborg. La première étape sera donc de transférer nos psychismes dans les mémoires d'ordinateur et de prendre le contrôle des avatars. Certains le feront très vite parce qu'ils se seront entraînés du temps où ils possédaient encore leur corps de chair, c'est-à-dire maintenant. La phase 2 sera de transférer le psychisme dans un corps artificiel. La forme importe peu, mais je pense que la majorité de ces corps auront forme humaine. À partir du moment où le transfert du psychisme sera maîtrisé, il sera certainement évident que chaque personne puisse posséder au moins un, sinon plusieurs avatars, et pourra avoir accès à un corps artificiel de nature biotechnologique. La série des Veitas de mon exposition représente ma vision de cela. Ce sont d'abord des corps d'avatars. J'ai choisi des gynoïdes parce que je trouve le corps des femmes plus beau que celui des hommes. Mais ici, il n'y a pas de question de sexe. Elle n'existe plus parce que c'est une fonction de reproduction biologique sans intérêt dans le monde cyber. Les avatars ont des formes de femmes mais n'ont pas de sexe. On me dit souvent que c'est une vision horrible du futur parce que nous perdrons notre humanité et que nous ne ressentirons plus d'émotions. C'est une erreur de croire cela. Cette idée que les machines sont des choses froides est une erreur. Nous ne perdrons pas le ressenti de nos émotions. Les systèmes informatiques seront très puissants et pourront recréer les circuits neuronaux qui existaient dans nos corps de chair. La différence, c'est que nous ressentirons des émotions plus fortes, plus subtiles. Nous aurons des sens plus développés. Nous serons plus vivants.
je pense que nos cœurs de chair limitent nos perceptions et nos ressentis émotionnels. Nous en avons déjà des indices parce que dans les rêves lucides, les émotions sont décuplées et nos ressentis émotionnels dans ce Second Life sont très fortement augmentés aussi. Il semble donc bien que les ressentis du corps physique soient édulcorés, de mauvaise qualité et pauvres. À mon avis, se raccrocher à ça est stupide. Croire que le corps humain est le summum de la création, la perfection absolue est une grave erreur. C'est un système programmé pour décrépir, voué à l'entropie et à la mort. La vieillesse est une horreur. Ça ne vaut vraiment pas le coup de vouloir tenir à un système aussi peu performant. Ensuite, le deuxième aspect est que ces corps avatariens auront une réplique dans le real life. Ainsi, ces Veïtas existeront en tant qu'avatars et en tant que corps physique. On pourra donc passer de l'un à l'autre sans difficulté. Ce sera normal, ce sera la norme, ce sera le quotidien. Nous vivrons quasi en permanence dans des univers virtuels que nous modélerons selon nos désirs comme nous le faisons déjà maintenant. Mais ce sera mieux, ce sera plus fort, plus beau encore. Mais nous pourrons de temps en temps faire un tour dans un corps physique, dans le monde matériel. Possible qu'on y exécute des tâches de l'ordre de la maintenance ou de la supervision, encore que ce ne sera nullement nécessaire vu les armées de robots et de nanorobots que nous pourrons piloter depuis nos avatars. Bien, je vous invite maintenant à aller visiter l'exposition. Un petit mot encore, pour terminer. C'est Vola qui a donné leur nom aux gynoïdes, les Veïtas. Elle m'a conseillé et soutenu pendant tout le travail de création. Je la remercie ici grandement, ainsi que sa sœur Roca, qui a jeté un œil critique sur les choses et qui a aidé à la création de l'environnement de la cime. Et je tiens aussi à remercier Luli Boop pour sa traduction de l'italien, qui est très très bonne. Voilà, merci à tous. Maintenant, on va passer à côté et je vais vous jouer mes compositions, un concert de Space Rock. Ça va être sympa. Merci à vous. Ouais, je peux répondre à quelques questions, ouais, si vous voulez vraiment. Ouais. Mais je ne peux pas les traduire. Donc il faudra que quelqu'un se dévoue pour traduire en italien. Grazie, Elle va grazie. te demander quelque chose. Ok. J'écoute. Papa ti parla. Ah, pas, parce que là, je l'entends pas. Questo significherebbe che ogni vita nostra potrebbe continuare all'infinito dentro un'intelligenza artificiale, la nostra mente trasferita su un'intelligenza artificiale durerebbe per sempre. Dopo non saremo troppi. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? C'était une chose que tu dis. De quoi tu as parlé, ça va se passer à la fin. Ils vont pas mourir, ils vont pas durer beaucoup de temps. À la fin, nous ne serons pas trop. Comment ça, pas Trop trop? de gens. Et on Non. meurt pas. Ah, la question, mais bon, Hein. il y a une période de transition mais bon, on va être 10 milliards de personnes sur Terre. 10 milliards vont pas accepter de se transférer dans les machines. Peut-être 10%. Peut-être 10%. Les autres vont pas vouloir, ils l'accepteront jamais. Lui è convinto che pochissimi accetteranno la Sì, è vero. trasformazione, solo un Non 10%. E saremo sempre molto pochi. Poi disposti. ci sono molte persone che io non vorrei che durassero per sempre. Per esempio. Le persone negative, le persone cattive nel mondo, quelle non si devono replicare. Se Sono sicura che scritto capisce meglio. c'est Tuba qui t'a fait une demande, je Oui, pense. oui, il a écrit. Il fait Et- référence à Descartes qui disait que les humains et les animaux étaient des machines. Et bon, effectivement, la conception actuelle des techniciens et des spécialistes de l'IA, intelligence artificielle, voit le corps comme une machine extrêmement sophistiquée qu'on ne peut pas comprendre. Mais parce que quand on prend le microscope électronique et qu'on va au niveau des molécules, on voit
On voit des machines en fait, on voit des rouages, on voit des hélices, on voit des moteurs. Dans les cellules, leur structure même, ce sont des machines. Et l'ADN contient le software, c'est-à-dire tout ce qui concerne ben, les commandes qui doivent nous faire fonctionner. Voilà. Donc de ce point de vue, ils ont raison. Maintenant, est-ce qu'il y a autre chose? Ça, on n'en sait rien. Parce que notre modèle de l'univers et du monde est encore trop limité. C'est la physique quantique qui va nous donner les clés de la question. À tous les coups. Enfin, certainement. Enfin, elle commence. È un po' credere o non credere. Si può. No? Tu parles de croyance? Ah, perché Pape dit que c'est futur fa un peu peur. Bah, il fait peur déjà. Je veux dire, si on reste comme ça, comme on est aujourd'hui, avec la catastrophe climatique qui nous tombe dessus, et le reste, je ne parle pas de l'économie, etc., rien que ça, c'est déjà quelque chose qui peut nous faire disparaître de la planète. Ce que font les transhumanistes, c'est essayer de trouver une solution. Les extropiens, leur solution, c'est s'hybrider aux machines, hybrider aux machines et partir de la Terre. Voilà, ça c'est leur truc. Esattamente. Dice che adesso abbiamo già paura del futuro, no? Abbiamo paura di che qualcosa di terribile possa succedere e finire e che abbiamo già paura. Il transhumanismo pensa ha delle soluzioni possibili perché questo possiamo trasformarsi e questo non accada, la distruzione, no? E che anche se fa paura, fanno paura le due cose, no? Sì. Fa paura anche il mondo come è oggi. Però almeno loro cercano una soluzione di trasformazione per non rimanere, per non estinguersi, vuol dire. Credo. Mais c'est une très grande révolution. On n'est pas prêt aujourd'hui à ça. Hein, on n'est pas prêt. Je pense que nous, Avatar, ici, on est plus prêt parce qu'on est déjà habitué à avoir des corps de pixels. Cioè che fa paura è una grande trasformazione che noi non siamo abituati e non riusciamo nemmeno a immaginare, ma che noi Avatar siamo già un passo avanti perché siamo già in un certo modo abituati a trasformarci, diventiamo Avatar quando siamo siamo già nell'ordine delle idee che la nostra mente già lavora tramite il nostro avatar. Quindi possiamo già immaginare. Ok? Va bene. Tutti avete ricevuto il libro, immagino, allora sì, vedere l'immagine se volete vedere. Oh, che domanda ha fatto già. Che cosa è Dio? È quello che non conosciamo. Bien, ok. Donc merci pour vos questions. Grazie per le vostre domande. Et maintenant, on va aller danser un peu, s'amuser. Vi mostra le